Bonjour, c'est Tignophée, on se retrouve pour la 7e vidéo où on va parler de comment faire un test de pénétration et pourquoi faire un test de pénétration. Vous allez voir, c'est une vidéo très intéressante et riche en informations. Alors on va commencer tout de suite sans perdre de temps dans l'introduction. Première question qu'on peut se poser quand on débute dans ce domaine, c'est pourquoi faire un test de pénétration? Ça peut sembler bizarre de vouloir se pirater soi-même. Pourtant, il y a quand même plusieurs intérêts à mettre en œuvre une attaque sur ce système d'information. La première, c'est que ça permet de se mettre à la place du pirate, de l'attaquant, et de voir tous les outils, les possibilités qu'il a dans sa boîte à outils. Ça permet d'évaluer les risques et surtout d'évaluer les conséquences, même des fois de chiffrer la perte d'une structure critique. Alors certains pourraient se dire, bah, on pourrait juste faire des tests de vulnérabilité, prendre un logiciel et voir s'il y a des failles de sécurité. Le problème des scanners de vulnérabilité, c'est qu'ils scannent selon un processus précis, hein. C'est des logiciels qui sont programmés et qui suivent des étapes précises pour faire les tests de sécurité. Or, une faille de sécurité n'est pas logique. C'est une erreur informatique qui permet à un exploitant d'attaquer une cible. C'est une vulnérabilité qui est causée par un défaut de conception. Donc, toutes les failles ne sont pas détectables via l'expert de vulnérabilité ou l'expert de vulnérabilité détecte des faux positifs. Le seul moyen réel de voir s'il y a une vulnérabilité, c'est identique que quand on veut démarrer une voiture. Si on veut voir si une voiture démarre, il faut la démarrer. Et ben, c'est pareil avec une faille de sécurité informatique. Pour voir si elle existe, il faut tester si on peut l'exploiter. Beaucoup pensent qu'on peut faire des tests de pénétration que sur des sites web. Ouais, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut faire des tests de sécurité. Par exemple, si vous publiez une application client, c'est-à-dire un logiciel, il serait intéressant de tester si on peut, par exemple, faire du DDoS jacking, savoir si on peut servir de votre logiciel pour propager des virus. Ou ça pourrait être intéressant de savoir si on peut craquer et décrypter votre logiciel et voler des informations euh, confidentielles sur votre serveur qui distribue votre application. Même pire, voler votre propriété intellectuelle qui permet de faire des rentrées d'argent dans votre entreprise. Ça peut être intéressant aussi de faire un test de sécurité sur un réseau pour savoir si une personne peut avoir des accès non autorisés ou si quelqu'un arrive à accéder à votre réseau de manière frauduleuse, est-ce qu'il peut voler des informations qui sont importantes pour votre entreprise? Ou si vous avez un serveur sur internet qui ne sert pas à un site web, est-ce qu'un pirate peut s'en servir comme botnet? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour pas avoir de perte économique ou justement avoir des représailles judiciaires. Tout ça, on a vu ça dans les précédentes vidéos. Il existe différents types de tests de pénétration, le white box, le gray box et le black box. Le white box, en règle générale, ce sont des experts en sécurité informatique qui viennent dans mon entreprise et avec les responsables du 2SI, testent la sécurité des systèmes informatiques. Donc en règle générale, ça se passe avec un expert en sécurité informatique qui est dans le réseau et teste les failles et les vulnérabilités. Après, les tests en white box peuvent être faits par toutes les personnes qui ont des compétences en informatique. Je vais prendre un exemple. Vous programmez un site web pour un client ou pour vous. Avant de le mettre sur internet, donc vous l'installez sur un ordinateur. Donc vous ne prenez pas la version en développement, vous prenez la version que vous allez livrer ou installer sur internet et vous l'installez sur l'ordinateur et vous faites un test en white box pour tester s'il y a des failles de sécurité. Un test qu'on pourrait faire, par exemple, si on doit livrer un site internet à un client, ce serait intéressant, par exemple, de tester la base de données avec SQLmap qui permet de trouver les failles SQL. Ça serait ballot de quelques semaines après que votre client vous recontacte, vous dites: «Bah, voilà, il y a des problèmes sur mon site web, je me suis fait pirater. Apparemment, il y a des failles SQL qui permettent d'injecter du code». Donc avant de livrer le site web, on pourrait, par exemple, tester s'il y a des erreurs dans le code PHP avec MySQL. Et le test en whitebox peut vraiment être fait par tous les développeurs qui livrent des logiciels à leurs clients et aussi par les personnes qui mettent en service des systèmes informatiques sur un réseau ou sur internet. Les tests en grey sont un peu différents. On vous donne quelques informations sur la cible et les informations sur la sécurité et vous devez tester la sécurité en vérifiant que les informations sécurité qui ont été mises en place sont conformes à ce qu'on vous avait dit. Les tests en black box sont complètement différents. On vous donne juste une information sur la cible comme une adresse IP, le nom du ton d'entreprise ou le nom d'un site web.
Ces tests de pénétration sont assez dangereux, comme on n'a aucune information sur ce qu'on pirate, on peut provoquer des dégâts comme des services ou planter le système informatique. Ah, ça dépend du cas ou ce qu'on nous dit comme technologie. Et les tests en black box sont assez dangereux. Par contre, ils sont assez intéressants parce qu'ils permettent bien d'évaluer ce que peut faire, un pirate pendant une tentative de piratage et d'évaluer les risques. C'est ce qui est le plus révélateur. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet d'évaluer les compétences du service informatique pour savoir s'ils sont capables de détecter l'attaque et de la contrer. Pour faire un test de pénétration, en général, on va un peu plus loin que la simple autorisation écrite. On planifie tout à l'avance et on passe aussi par des juristes, avocats, notaires, toutes sortes d'hommes de loi qui peuvent permettre de protéger et d'encadrer le test de pénétration. Donc, quand on fait un test de pénétration, on va cibler dans le contrat tout ce qui est les systèmes à attaquer. On va pas attaquer les choses au hasard. On va définir les tests qui seront faits. Est-ce que ça sera des tests sur le réseau? Est-ce que ce sera des tests sur un système, web? On va aussi définir les outils qu'on va utiliser pour savoir ce qui a été fait, comment ça a été fait. Et on va aussi faire l'inventaire des systèmes sensibles pour justement planifier des procédures en cas de panne ou mettre des assurances en cas de perte, d'exploitation de la système d'information. Pour finir la vidéo, je vais vous expliquer comment font les pirates pour, pirater une entreprise ou pour pirater une personne. Les pirates qui sont de l'expérience ont une méthodologie assez bien rodée et ils ne font pas des attaques informatiques au pif en espérant que, ils trouvent une faille et que ça marche. Bon, bien sûr, il y en a qui font ça, ils essayent un logiciel, ils essayent un truc et ils essayent de pirater quelqu'un au plus vite possible, mais ça marche pas toujours. Pour finir la vidéo, je vais vous expliquer comment font les pirates pour pirater une personne ou une entreprise. Le schéma que vous voyez sous les yeux, ben, correspond essentiellement à des attaques, en ligne, mais après il y a d'autres schémas qu'on verra à la fin de la vidéo, qui sont plus adaptés à d'autres situations. Alors tous les pirates n'utilisent pas ces méthodes, hein. Des fois, ils vont au plus simple, ils essayent de trouver une faille ou ils envoient directement un virus et puis ils font pas vraiment de recherche d'information. Ils essayent d'aller au plus vite. Le problème, c'est que ça marche pas toujours et ça peut augmenter le taux d'échec. La première étape, en règle générale, c'est de trouver des informations. Donc, on fait des recherches sur internet sur la cible et on essaye d'apprendre à la connaître. On essaye de trouver toute information qui peut être utile, plus tard. La deuxième étape, c'est faire une reconnaissance active. Donc, dans cette étape, on recherche les failles soit à la main, soit avec des logiciels. Donc on peut utiliser par exemple des logiciels comme Nmap et on essaye de trouver les failles pour pouvoir, pirater un système ou pour pouvoir, trouver le moyen d'envoyer un virus. Donc c'est une reconnaissance active, c'est l'étape où on cherche le moyen d'attaquer la personne. Dans la troisième étape, on essaye de gagner un accès au système. Donc contrairement à un mythe qui est très répandu, le piratage, c'est pas quelque chose qui peut se faire de manière anonyme. Bien sûr, il y a des systèmes pour être anonyme, mais en règle générale, un piratage ne peut pas se faire en total anonymat. Il faut donner sa personne et il faut aussi des fois utiliser des systèmes qui sont pas anonymes. Donc, ce que font les pirates, c'est qu'ils effacent les traces pour pas être détectés ou qu'on puisse remonter jusqu'à eux. En règle générale, vous devez savoir, tout ce que vous faites sur, un ordinateur, sur un site web, sur internet, laisse des traces. C'est l'informatique qui fonctionne comme ça. Comme je l'ai déjà dit, l'informatique est du technologie de l'information et dès que vous utilisez un ordinateur, même si vous piratez, vous laissez des traces. Donc les pirates effacent le plus possible leurs traces et essayent de gagner du temps pour pas que leur piratage soit détecté trop vite. Plus on attend pour, détecter un piratage, plus il sera dur à remonter. Donc c'est pour ça que les pirates effacent leurs traces. Concrètement, dans le détail, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, on va aller plus en profondeur dans ce schéma.
Pour illustrer mes explications, on va prendre le cas fictif d'un patron qui aurait un restaurant. Et on va essayer de voir comment on pourrait utiliser ça contre, l'entreprise qui fait de la restauration. Donc dans un premier temps, comme je le disais, on va essayer de chercher les informations. Donc, par exemple, on va chercher si un site web et si un site web, par exemple, on va aller consulter le WAS qui permet de savoir, qui possède le nom de domaine. Est-ce que c'est au nom d'une personne ou d'une entreprise? Quelles sont les adresses, qui sont référencées dans le WAS? Q c'est en général, c'est bien fait, c'est anonyme et c'est le nom de l'hébergeur, mais il y a encore des personnes qui le font à leur propre nom et qui ces informations sont publiques. On peut aussi trouver des informations utiles comme, la plage d'adresse IP ou l'adresse IP justement. On peut aussi trouver, le nom de l'hébergeur avec, par exemple, ses DNS qui permettent, par exemple, de faire des recherches plus tard pour savoir s'il y a des failles de sécurité sur le DNS ou de retrouver plus d'informations sur l'architecture du site. On pourrait aussi faire du Google Hacking, par exemple, on pourrait voir si le site web est mal sécurisé et voir si Google aurait publié des informations qui auraient dû rester confidentielles. Alors je vous assure, c'est possible, hein. Il y a déjà eu des docteurs, ils ont utilisé un service en ligne pour stocker le dossier médical de leurs patients. Il semblerait que, selon l'article que j'ai lu, bah, que les serveurs étaient mal sécurisés et qu'on pouvait télécharger les dossiers médicaux. Pour revenir à notre exemple avec notre patron de restaurant, on pourrait aussi rechercher des informations sur l'entreprise. Alors ça peut paraître inutile, mais on sait jamais, on peut trouver des perles ou le nom de ses employés, ceci, cela, donc vaut mieux faire des recherches sur, l'entreprise, ça peut toujours servir. On peut essayer avec, des sites web qui, font des inventaires sur, des liens, des pages web ou, heu, des systèmes informatiques, pour trouver par exemple la version du serveur, le système d'exploitation. On peut aussi avec, certains logiciels, trouver des utilisateurs qui ont le droit de utiliser des connexions sur le site web avec, par exemple un email. Donc on peut essayer par exemple de chercher des emails, ça peut être toujours pratique. Si on veut, envoyer un email, c'est il faut trouver au moins un email qui soit potable. On peut aussi faire de l'ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, c'est tout bête, hein. On peut ça passe par exemple, par une discussion et puis on demande son numéro de téléphone. Par exemple, avec, le nom des employés ou le nom du patron, on pourrait être trouver une adresse email. Ça peut toujours servir pour, par exemple, je prends le cliché du virus, mais si on n'a pas d'adresse email, on ne peut pas envoyer le virus. C'est toujours, le même principe. Donc, il faut savoir s'il y a des informations publiques qui permettent d'envoyer, par exemple, un email, avec un email qui est sur internet et qu'on peut trouver facilement. Après, on peut utiliser des techniques, plus communes, mais il faut 10 à personne avec, de l'ingénierie sociale. Donc, ça consiste juste à, trouver un numéro de téléphone soit sur internet, mais si on n'arrive pas à trouver sur internet, bah, vaut mieux aller voir la personne, discuter avec elle et puis essayer de voir son numéro. Et puis on pourra toujours envoyer par exemple, un lien malveillant par SMS. On pourrait aussi par exemple, de se faire passer pour un employé qui héberge le site web et demander un mot de passe. Par exemple, avec le nom d'un employé ou le nom du patron, on pourrait trouver une adresse email qui est facilement trouvable sur internet qu'on pourrait utiliser plus tard. Alors on peut aussi utiliser d'autres techniques où il faut donner de sa personne, comme par exemple, l'ingénierie sociale. Donc c'est des techniques qui consistent à tromper les personnes. C'est des techniques souvent utilisées par les escrocs. Donc, par exemple, on va voir la personne et on lui demande, son numéro de téléphone. Je précise, dans cette étape, on est dans la collecte d'informations. Là, on fait que recueillir des informations. Donc, par exemple, pour un numéro de téléphone, on va voir la personne, on discute, soit par exemple, on dit qu'on va l'appeler pour, une affaire, enfin, hein, mais on essaye d'avoir son numéro de téléphone pour la rappeler. Plus tard, pendant la phase d'attaque, on pourra lui envoyer par exemple
un SMS avec un lien malveillant, ou on peut aussi, par exemple, c'est très courant, lui téléphoner puis se faire passer pour un responsable de son site web et lui demander son mot de passe. Il y a plein de possibilités avec les réseaux sociaux, vous n'êtes que limité par votre imagination. On pouvait faire aussi, par, lettre, par exemple, il y a des pirates, j'ai vu une fois, qui faisaient un déni de service sur un site web, donc c'est-à-dire que le site web était planté et ils mettaient une enveloppe, c'est-à-dire un courrier dans la boîte aux lettres en disant: «Bah, bonjour, on a un problème sur le serveur, veuillez nous envoyer notre mot de passe, par email et pour qu'on puisse, réparer votre site web». Donc la personne recevait un courrier, elle était contente, ça s'occupait de son problème, mais c'était fait très vite dans un timing très serré, c'était fait dans l'urgence. Donc très vite la personne envoyait un email avec son mot de passe et au final, bah, ils arrêtaient l'attaque DDoS, le site remarchait et puis ils avaient les mots de passe et le chef d'entreprise, ben, faut pas se rendre compte qu'en fait, il s'est fait tromper pour, qu'on puisse lui voler l'accès à son site web. Ça, c'est toutes des techniques qui peuvent être faites plus tard, mais dans cette phase de collecte d'informations, on fait juste que recueillir les contacts pour pouvoir, passer à la suite plus tard. On fait juste que faire l'inventaire des numéros de téléphone, des adresses email, enfin des adresses postales. On fait juste la recherche d'informations pour plus tard, on va passer par la phase plus active. Donc tout ceci sont que des exemples, mais c'est des techniques qui ont vraiment été utilisées, par des pirates pour, vraiment faire des véritables attaques informatiques. Je vous encourage pas à faire ça, mais c'est vraiment été utilisé. On a un exemple très célèbre avec, le célèbre pirate Kevin Mitnick, qui utilisait toutes ces techniques pour réussir à pirater très rapidement des entreprises en appelant les personnes, et il trouvait des informations dans les annuaires, ce genre de choses, quoi. Et c'est vraiment des techniques utilisées et maintenant c'est très courant avec, toutes des techniques, d'escroquerie et les pirates utilisent des techniques d'escroquerie justement pour avoir des informations qui permettent d'avoir des accès à des systèmes informatiques. Alors on va revenir, à l'exemple de notre patron avec son restaurant qui a un site web pour son restaurant. Dans la deuxième étape, on va faire des scans d'informations. Alors à partir de là, en général, on utilise des logiciels tels que Nmap. Il y a un autre logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est OpenVAS, tous des logiciels qui permettent de trouver les systèmes informatiques, les versions, les ports ouverts et on essaye de trouver des failles de sécurité informatique. Dans la deuxième étape, on arrête de chercher des informations puisqu'on les a déjà trouvées et avec les informations qu'on a trouvées, on va pouvoir, par exemple, faire un ping pour trouver une adresse IP. On va pouvoir, utiliser les informations comme, l'adresse IP qu'on a trouvée pour faire un scan de port. On va chercher la version du système d'exploitation, donc ça peut se faire très facilement, hein. Par exemple, dans dans le cadre de notre restaurant, ça peut être juste en allant au restaurant et puis regarder, quelle est la version du système d'exploitation. Voilà, exemple d'ingénierie sociale. On va dans le restaurant, puis tiens, c'est telle version de Windows. Ah, je connais telle attaque. Voilà, c'est comme ça que font les pirates. Juste voir ça, on voit la version système d'exploitation. Et ça peut se faire aussi à distance avec des logiciels, avec des logiciels comme Nmap qui permet de trouver la version du système d'exploitation, plus ou moins précisément, mais ça aide à se faire une idée. On peut aussi trouver des logiciels qui sont utilisés par l'entreprise, des logiciels qui sont accessibles depuis internet et voir s'ils ont des failles de sécurité. Donc dans la troisième étape, on passe à recherche des scans de vulnérabilité. Quand on a trouvé les adresses IP, comme on sait quels sont les logiciels qui sont disponibles sur internet et le site web, on peut utiliser des logiciels comme Netssus, OpenVAS, Nmap pour faire des recherches de failles et de vulnérabilités. On peut aussi le faire de manière pragmatique, si c'est plus long, à la main, essayant de voir si par exemple il y a des failles, XSS ou des injections SQL qui sont possibles. Alors dans la troisième étape, il y a 2 possibilités. Soit le pirate veut détruire le système et par exemple faire une attaque DDoS. Il va utiliser la faille qu'il a trouvée pour faire un déni de service
détruire le site web et il va mettre fin à son attaque. Voilà, il a atteint son objectif, c'était un crasheur, il a voulu détruire, le site internet du restaurant parce qu'il était pas content du restaurant. C'était une vengeance, ça l'amusait. Donc à la troisième étape, le piratage peut prendre fin. Mais il y a aussi une quatrième étape et je voulais expliquer dans le processus tout à l'heure qui était l'accès au système. Alors dans la quatrième étape, comme le pirate ne veut pas tout détruire, mais veut juste s'introduire dans le système informatique, il va essayer de pirater le système informatique pour faire une intrusion en utilisant des logiciels comme Metasploit, SQLMap, Pif, ou en utilisant l'intelligence sociale. Mais s'il fait une intelligence sociale, il va se baser sur les informations qu'il a trouvées avant pour, par exemple, envoyer un virus. Je dis un virus, mais un trojan, n'importe quoi, tout ce qui permet de avoir un accès par ingénierie sociale. Ça dépend des informations qu'il aura trouvées. Dès qu'il aura réussi à avoir accès au système informatique, il va essayer de monter ses privilèges. Ça veut dire que quand il a réussi à pirater, en général, les pirates, n'ont pas les droits administrateurs. Ils ont que des droits d'administration très réduits et ils peuvent pas faire des modifications parce qu'ils ont pas tous les mots de passe ou tous les accès, ou il y a des sécurités qui empêchent de faire mal n'importe quoi dans le système informatique. C'est pour ça qu'à partir de là, ils utilisent des exploits ou des failles de sécurité qu'ils peuvent faire à la main pour monter leurs privilèges et pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans le système. Comme ça, ils deviennent invisibles et ils ont pas de compte à rendre. Dans certains cas, il peut aussi utiliser, un logiciel qu'il aura fabriqué lui-même, qu'il aura programmé lui-même pour atteindre son objectif. Ça, c'est tout ce qui est possible de faire. Ou il peut aussi programmer un exploit ou automatiser l'attaque. Et dans la quatrième étape, il va essayer de s'introduire dans le système. À partir de là, s'il arrive à s'introduire dans le système, il y a 2 possibilités. Soit le système sur lequel il a réussi à s'introduire est son objectif final et il va passer à la 5e étape, soit c'est pas son objectif final, il va recommencer à faire des pings, des recherches de failles à partir du système informatique qu'il a piraté. Donc, il va utiliser par exemple le système informatique qu'il a utilisé comme proxy pour faire du decisioning. Puis il va utiliser le système qu'il a piraté comme un proxy et puis il va essayer de se connecter à d'autres ordinateurs dans le réseau. Ça peut vous sembler incroyable, mais si vous réfléchissez bien, quand vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez vous connecter par exemple à d'autres ordinateurs pour télécharger un fichier. Bah, un pirate, quand il a réussi à pirater un ordinateur, il n'y a rien qui l'empêche de se connecter à d'autres ordinateurs qui sont dans votre réseau. Il n'y a rien qui l'empêche de faire ça. Bien sûr, il le fait de manière frauduleuse, mais il recommence à faire des pings, des recherches de failles pour, par exemple, à pirater un deuxième ordinateur. Et à partir de là, il recommence et il va, jusqu'à sa cible finale. Après, quand il a atteint sa cible finale, il va faire ce qu'on appelle une extension de privilèges. C'est-à-dire qu'il va essayer d'avoir les droits administrateurs. Contrairement à ce qu'on croit, à moins d'utiliser un super exploit, c'est très rare d'avoir, les droits administrateurs. Il y a des ordinateurs sont quand même sécurisés, Windows est sécurisé, Linux est sécurisé et on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut quand on est connecté à un ordinateur via le réseau. Donc il va essayer de trouver une technique ou une faille qui permet de devenir administrateur ou de devenir Dieu sur le système pour faire tout ce qu'il veut. Après la prochaine étape, il va essayer de corrompre le système, c'est-à-dire, ben, utiliser un rootkit pour pouvoir, heu, pirater comme il veut le système informatique. Dans l'étape suivante, il va installer un moyen de se reconnecter, donc, dans le cas d'un site web, il peut, par exemple, utiliser un logiciel pour ouvrir un port, pour pouvoir se reconnecter dès qu'il en a besoin. Donc on avait ça avec Backdoor, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Il faut savoir ce que je dis, c'est dans la théorie. Les pirates, dès qu'ils ont un accès, en règle générale, ils attaquent, ils exploitent et ils s'en vont. Donc là, c'est vraiment des explications très détaillées.
En plus, je tiens à souligner qu'il y a très peu de bons pirates, hein. Ils sont très rares les bons pirates, hein. En règle générale, c'est des personnes qui montent en compétences au fur et à mesure, mais les très bons pirates sont assez rares. Donc ça, ceux qui font tous ces étapes de manière, performante sont assez rares, hein. C'est ce que j'explique, c'est vraiment dans la théorie. Si vous connaissez la version 2016-2017 de Kali Linux, le système d'exploitation qui permet de faire du piratage et des tests d'intrusion, vous avez sûrement remarqué que les menus où il y a les logiciels de sécurité de piratage qui sont installés correspondent aux étapes que je viens de vous expliquer. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner les méthodes de pen testing officielles, donc je vous encourage à les lire. Alors, je précise que c'est en anglais, mais si vous faites de l'informatique, professionnelle, il faut quand même avoir un certain niveau en anglais pour lire de la documentation en anglais. Vous savez pas le parler, c'est une chose, mais devoir lire un peu l'anglais, c'est important. Donc, je vous ai mis des mots-clés qui permettent de retrouver cette documentation. Alors, il y en a plusieurs selon le type de test qu'on veut faire. Et ces méthodes sont utilisées dans des procédures professionnelles pour faire des tests de pénétration, des tests de sécurité, des audits, heu, pour vraiment évaluer les risques. Je tiens à dire pour, vraiment finir cette vidéo que les techniciens appliquent des procédures étape à étape pour résoudre des problèmes. Les ingénieurs s'adaptent au problème et le résoudre de la manière la plus rapide et pragmatique. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie si vous avez écouté toutes les vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Je vous souhaite bon courage dans vos projets. À plus.